Comment des dizaines de milliers de soldats de l'armée la plus disciplinée du monde antique ont-ils pu disparaître dans les sables, comme s'ils avaient été balayés de la surface de la Terre par une seule bourrasque de vent? Cette question reste d'une actualité brûlante, car les auteurs antiques ont décrit l'expédition de Marcus Crassus en partie comme l'une des décisions les plus absurdes et catastrophiques de l'histoire de Rome. Et c'est précisément là que se cache la révélation à laquelle nous reviendrons dans la conclusion. Tite-Live mentionne que les ambitions des commandants romains ont maintes fois mené l'Empire à des tragédies. Mais un échec d'une telle ampleur était inédit avant Crassus. Pourquoi un politicien expérimenté s'est-il résolu à prendre cette décision, qui sera plus tard qualifiée d'opprobre de l'État? Et qu'est-ce qui a poussé des dizaines de milliers d'hommes à le suivre vers cette frontière orientale extrêmement dangereuse? Le vent au-dessus de l'Euphrate transportait une chaleur si brûlante, comme si la terre elle-même avertissait les légionnaires. Au-delà de ce fleuve, commençait un monde où les formations romaines s'effondraient, telles des figurines d'argile face à l'assaut de la cavalerie nomade. Cette région était connue des auteurs antiques comme une zone frontalière entre deux civilisations. Son gardien était Orode, roi de Parthie, qui, selon Plutarque, s'efforçait à tout prix d'empêcher l'invasion de l'Occident. Quant à Crassus, désireux de surpasser la gloire de César, il voyait dans cette expédition l'occasion d'inscrire son nom dans l'éternité. Cette aspiration à la gloire personnelle était désignée par les historiens antiques sous le nom de soif de gloria, un mot concis qui cache bien plus que le simple honneur. Ce sentiment peut être imaginé comme un feu intérieur qui consume l'homme, le poussant à ignorer les avertissements, les conseils et même sa propre peur. Plutarque décrivait comment ce feu poussait Crassus vers l'avant, même lorsque des légats expérimentés le suppliaient de revenir. Les ambitions du général grandissaient, tel un mirage devant le voyageur. Plus il s'en rapprochait, plus elle déformait la réalité. C'est précisément de ce sentiment qu'est née la décision de traverser l'Euphrate et d'entraîner une immense armée à sa suite. Aux côtés de Crassus marchaient les fantassins lourdement armés, des hommes habitués aux combats rapprochés et à la fermeté du sol sous leurs pieds. Leur équipement de marche pesait environ 30 kg selon les reconstructions modernes. Chaque pas sur le sol aride devenait une épreuve. D'autant plus que la distance jusqu'aux premières terres parthes se mesurait en de nombreux jours de marche. Mais c'est précisément à ce moment-là que se produisait ce dont Diodore écrirait plus tard. L'armée occidentale entrait dans un monde où les règles de la guerre habituelle cessaient de s'appliquer. Et tandis que les Romains s'enfonçaient toujours plus loin, la chaleur s'intensifiait et l'air devenait lourd, tel un avertissement oppressant. C'est ainsi que commençait la route, au bout de laquelle le désert avait déjà coûté ses premières vies bien avant que les cavaliers parthent n'apparaissent à l'horizon. La distance entre l'Euphrate et les régions intérieures de la Parthie semblait à Crassus un obstacle insignifiant. Mais les auteurs antiques notaient que c'est la sous-estimation de la logistique qui fut la première fissure dans ses plans. Plutarque écrivait que les commandants expérimentés l'avaient averti. L'expédition orientale exige une longue préparation, le calcul des réserves d'eau et une connaissance précise du terrain. Mais Crassus, ayant déjà traversé le fleuve, agissait comme si le temps lui-même devait se soumettre à sa volonté. Il se hâtait de pénétrer plus profondément en territoire étranger, où chaque rivière pouvait s'assécher et chaque oasis se révélait un piège. Et plus les légions s'éloignaient des garnisons romaines, plus la tension, qui allait bientôt se transformer en panique, était palpable. Selon les historiens modernes, en marche, le légionnaire portait jusqu'à 30 kg de charge, armure, bouclier, 2 javelots, une marmite, une réserve de nourriture et une partie de l'inventaire commun. Dans l'air sec de Mésopotamie, cela se ressentait comme une pierre attachée au dos, et chaque pas semblait lui enlever une parcelle de force.
Mais Crassus continuait de presser les troupes, comme s'il essayait de rattraper sa propre ombre. C'est ici qu'apparaît le premier terme clé de cette partie. La colonne de fantassins lourdement armés était appelée agmen, un mot qui cachait tout le système romain de mouvement en marche. On peut l'imaginer comme un organisme vivant, où les avant-gardes sont les yeux et les oreilles, et les cohortes arrière sont le cœur, pampant les provisions, l'eau et l'équipement. La rupture de n'importe lequel de ces organes pouvait tuer l'armée entière, et les découvertes archéologiques des camps romains confirment avec quelle minutie le mouvement était habituellement organisé. Mais cette fois, les Romains marchaient comme à l'aveugle. Un guide local nommé Ariamnes, que Plutarque décrit comme un homme rusé et menteur, éloigna l'armée des rivières et des colonies vers la steppe ouverte. Les légions s'étiraient sur de nombreux kilomètres, et la chaleur s'abattait sur les soldats comme une couverture incandescente. Dans de tels moments, les rangs en marche ressemblaient à un immense serpent de cuivre. Le corps brillait de sueur, le métal tintait, mais la tête ignorait où se dirigeait la queue. Les soldats tentaient de maintenir le pas, mais le sable obstruait les sandales, et les gourdes se vidaient plus vite qu'elles n'étaient remplies. Et plus ils s'enfonçaient dans la steppe, plus l'espoir d'une bataille rapide, tant désirée par les vétérans les plus expérimentés, se dissolvait. La discipline ne tenait que par l'habitude d'obéir aux ordres. Les centurions encourageaient leurs hommes et maintenaient la formation, utilisant des bâtons de bois avec lesquels, comme le notait Polybe, les commandants frappaient parfois les traînards. Mais même ce système rigide commençait à faiblir. Les rangs devenaient inégaux, les cohortes arrière prenaient du retard, et Crassus continuait d'exiger une accélération à l'avant. Il croyait qu'une marche rapide priverait les Parthes de la possibilité de se rassembler. Mais c'est précisément ainsi qu'il donna à l'ennemi le loisir de choisir le lieu et le moment de la frappe. Bientôt, les Romains atteignirent une plaine où le vent devenait particulièrement sec, comme si l'air lui-même se vidait d'humidité au contact de la peau. Le soir, de nombreux soldats s'effondraient d'épuisement, et le froid nocturne s'engageait dans une lutte contre la chaleur diurne, secouant le corps humain comme une corde tendue. Mais le matin, la colonne se relevait, et lorsque les premières unités gravirent une petite colline, une fine ligne de poussière apparut au-dessus de l'horizon. Elle s'étirait comme une cicatrice sur le visage du désert, et cette bande s'élargissait de plus en plus. Plutarque écrivait que ce moment fut un tournant. Les Romains comprirent qu'ils étaient menés là où il n'y avait ni ombre, ni eau, ni possibilité de se mettre à l'abri. Et la poussière qui s'approchait était le signe qui allait bientôt se transformer en fracas de sabots et en sifflements de flèches. Et devant, derrière ce rideau, s'approchaient déjà les cavaliers parthes, ceux qui transformeraient la colonne romaine en proie facile, tel un faucon rattrapant un oisillon en plein champ. Lorsque les Romains approchèrent de la plaine de Car, le temps sembla changer de densité. Plutarque décrit comment l'air devenait lourd, comme avant un orage, bien que le ciel restât clair. Le silence était si épais que les soldats entendaient leur propre respiration sous le fer des casques. Et puis ce silence se brisa. Un grondement sourd lointain se transforma en un roulement mesuré, et le roulement en un cœur rugissant, semblable au battement incessant de tambours. Mais ce n'étaient pas des tambours, mais la terre, tremblant sous les sabots de la cavalerie parthe. Les Romains levèrent leurs boucliers, comme pour se défendre moins contre l'ennemi que contre ce sentiment de fatalité que Plutarque nomme la peur d'une force invisible. Et c'est à cet instant que se manifesta pour la première fois le plus grand adversaire de Crassus, l'espace, où les cavaliers légers pouvaient disparaître et apparaître, tels des ombres dans le rideau de poussière. Lorsque l'armée parthe s'approcha, il devint clair. Devant les Romains ne se tenait pas une foule chaotique, mais une force parfaitement structurée. Au centre avançaient les cavaliers lourds, étincelants de métal, et autour d'eux,
d'innombrables unités d'archers. Et c'est précisément ici qu'apparaît le terme qui définissait l'essence même du style de guerre parthe, les cavaliers archers, que les Romains appelaient equites sagittarii. On peut les imaginer comme des maîtres tireurs sportifs à cheval, capables de bander la corde à pleine vitesse avec la même précision qu'un tireur d'élite professionnel pressant la détente. Polybe notait que de tels archers pouvaient décocher une flèche en une fraction de seconde, changeant de direction sans perdre le rythme. Les Romains se rangèrent en formation de combat serrée, mais dans la steppe, cette formation ressemblait à une île immobile, au milieu d'une mer agitée. Crassus ordonna de former un carré pour empêcher l'encerclement, et les carrés des cohortes se resserrèrent, tels des murs de pierre. Mais cette immobilité devint leur faiblesse. Le soleil chauffait les casques si fort qu'il semblait que le métal fondait. Le sable obstruait les sandales, transformant chaque pas en torture. Et dans cette fournaise caniculaire retentit un son qui sembla fendre l'air. La première salve de flèches parthes. Les auteurs antiques écrivent que les Parthes utilisaient des arcs composites, créant une tension puissante, permettant aux flèches de percer boucliers et armures à une distance considérable. Les flèches aux pointes lourdes frappaient la formation romaine par vagues infinies. Elles étaient si nombreuses qu'il semblait que le ciel se transformait en un essaim noir, volant au moindre bruit de respiration. Plutarque comparait cela au bruit de la pluie, mais d'une pluie métallique, cruelle et précise. Les soldats levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête, mais les flèches trouvaient les points faibles entre les plaques. Les blessés criaient, mais la formation ne pouvait bouger. Tout pas en avant ou en arrière menaçait de briser le carré. Les Romains attendaient le moment où l'ennemi s'approcherait et leur donnerait une chance d'engager le corps à corps. Après tout, l'infanterie lourde de Rome était faite pour cela, pour le combat rapproché, où le bouclier presse le bouclier, où la lance s'enfonce dans la chair, et où la lame décide de l'issue. Mais les Parthes semblaient lire dans leurs pensées. Chaque fois que les Romains tentaient de se précipiter en avant, les cavaliers esquivaient l'affrontement, tels des prédateurs rapides, jouant avec une proie acculée. Les archers se retournaient en selle et décochaient le célèbre tir parthe, une frappe portée en reculant et en tirant vers l'arrière sans perdre de précision. Il devint le symbole de leur style souple et le fléau principal des carrés romains. Les contemporains notaient un autre détail qui augmentait l'horreur. Les Parthes disposaient de chameaux porteurs qui transportaient les réserves de flèches. Et chaque fois qu'il semblait que l'averse de métal devait cesser, les archers se retiraient vers ces caravanes, prenaient de nouveaux carquois et s'abattaient de nouveau sur les Romains. Les légionnaires comprenaient que le temps n'était pas de leur côté. L'eau s'épuisait, et le soleil transformait le corps en un bloc de pierre incandescent. La force s'échappait plus vite que le sang, et chaque nouvelle salve était encaissée plus difficilement que la précédente. Et lorsque les premières cohortes commencèrent à vaciller de fatigue, un nouveau son retentit. Lourd, sourd, comme du métal frappant du métal au rythme d'un cœur. C'étaient les cataphractaires qui approchaient, la cavalerie lourde parthe, dont les armures brillaient comme des statues de fonte. Leur apparition ne signifiait qu'une chose. Les flèches avaient préparé le terrain. C'était maintenant l'acier lui-même qui allait frapper. Quand la cavalerie lourde parthe s'approcha, la terre sous les sabots résonnait comme si ce n'était pas un détachement de cavaliers qui avançait, mais le désert lui-même qui décidait de se mettre en mouvement pour écraser la formation romaine. Plutarque décrivait ces cavaliers comme des statues vivantes. Les armures les couvraient du cou au talon, et leurs visages étaient cachés derrière des masques qui scintillaient à chaque pâle reflet du soleil. De loin, ils semblaient former une seule vague noire.
Ces guerriers devinrent le symbole du point culminant de la bataille de Car. Leur accélération rappelait la course d'un bélier de combat, et les Romains, serrés en un carré compact, comprirent. Si les flèches étaient la tempête, c'était maintenant la foudre qui s'abattait. Ici apparaît le terme clé de cette partie. Les cavaliers lourds, entièrement revêtus de métal, étaient appelés cataphractaires. On peut imaginer cette force comme l'équivalent moderne d'une unité de choc blindée. Massif, presque invulnérable en attaque frontale, ils transformaient l'inertie en arme. Les historiens notaient que leurs lances étaient plus longues que les pilums romains et agissaient à l'impact comme un puissant levier, capable de transpercer plusieurs rangs à la fois. Et tout cela était combiné au fait que leurs chevaux étaient également blindés, transformant le cavalier et l'animal en un tout unique. Lorsque les cataphractaires se lancèrent à l'assaut, les Romains levèrent leurs boucliers. Le bruit de l'impact fut tel que si des centaines de marteaux avaient frappé simultanément une immense cloche de métal. Le premier rang plia. Les boucliers tremblèrent. Plusieurs cohortes faillirent s'effondrer sous la force de l'assaut. Mais, contre toute attente, les Parthes ne cherchèrent pas à percer complètement la formation. Leur objectif était autre: frapper, se retirer et laisser les archers déverser à nouveau une pluie de flèches sur les zones où la formation était affaiblie. La tactique n'était pas le chaos, mais une précision calculée que les auteurs antiques appelaient l'épuisement de la formation serrée. Le légat romain Cassius, l'un des rares commandants à faire preuve de sang-froid, tentait de maintenir les flancs. Mais la force des coups était telle que chaque pas en arrière était ressenti comme une trahison de l'idée même de la discipline romaine. À l'intérieur du carré, la chaleur devenait insupportable. Les soldats suffoquaient littéralement. Les cris des blessés se mêlaient au cliquetis constant du métal, donnant l'impression que l'air environnant tremblait de douleur. Les historiens modernes, analysant le rythme de l'attaque des cataphractaires, suggèrent que leurs frappes étaient portées par vagues, afin d'empêcher les Romains de reprendre leur souffle. Et chaque nouvelle vague était légèrement plus forte que la précédente. Du centre du carré, sur ordre de Crassus, son fils Publius commença à avancer. Plutarque écrivait avec amertume que Publius était jeune, déterminé et respecté des légionnaires. Il était accompagné de cavaliers gaulois et de troupes auxiliaires. Ils s'avancèrent, essayant de reprendre l'initiative. Et c'est là que leur faiblesse principale se manifesta. Les Gaulois étaient habitués aux charges décisives, à un combat où l'on peut percuter l'ennemi, le renverser et continuer à pousser. Mais les archers parthes, évitant le contact, reculaient si vite qu'il semblait être le vent portant un murmure mortel. Les Gaulois accéléraient, essayant de les rattraper, mais chaque élan les éloignait davantage de la formation principale. Et les Parthes semblaient attendre précisément ce moment. Publius et son détachement se retrouvèrent encerclés. La poussière s'éleva en mur, dissimulant tout ce qui se passait à l'intérieur. De cette poussière montaient des chocs sourds, des hennissements de chevaux, des cris. Les soldats restés au centre entendaient ces sons comme on entend les battements d'un cœur à travers un mur épais. Sans pouvoir rien y changer. Quand le rideau de poussière se dissipa un peu, il devint clair. Le détachement encerclé n'était plus en mesure de riposter. Plutarque mentionnait que les flèches parthes transperçaient les boucliers gaulois. Publius était blessé, ses guerriers saignaient. Non seulement la force, mais aussi le temps s'épuisait. La seule issue restait une tentative de percée, mais les cataphractaires avaient refermé l'anneau. Leurs lances étaient comme les griffes d'une bête immense qui avait pris sa proie dans un piège d'acier. Les Romains au centre du carré observaient la poussière se lever à nouveau et engloutir les dernières tentatives de résistance. Et lorsque les Parthes brandirent
au bout de leurs lances, les têtes des commandants tombaient, ce fut un choc qui glaça les rangs romains, plus fort que le vent frais du soir. Crassus n'avait plus le choix. Ses soldats sentaient déjà la panique naître dans leur corps. Et au-dessus du champ planait un silence où l'on n'entendait qu'une chose. L'armée romaine ne contrôlait plus le cours des événements. C'était désormais le désert qui leur dictait sa volonté. Lorsque la nouvelle de la mort de Publius parvint aux forces principales, un silence s'installa sur le champ, que Plutarque nomme un silence plus lourd qu'un cri. Les Romains restaient immobiles, comme si la terre sous leurs pieds s'était soudain transformée en glace. Les visages des centurions s'assombrirent, et même les vétérans expérimentés, ayant survécu à des dizaines de campagnes, regardaient Crassus avec un regard où il y avait plus d'interrogation que de reproches. Ils voyaient la formation à moitié détruite se transformer en l'ombre de la discipline qui avait autrefois conquis des continents entiers. Et c'est à ce moment précis que les cavaliers parthes entamèrent une nouvelle manœuvre. Lente, assurée, comme si cette assurance était garantie par le désert lui-même. Les Parthes encerclèrent le carré désormais affaibli. Leur mouvement ressemblait à un nœud coulant qui se resserrait. Et chaque nouveau tour comprimait les Romains de plus en plus fort. À une distance de quelques dizaines de pas, ils recommencèrent à décocher des flèches. La pluie de métal ne cessa pas un instant. Il y avait tant de flèches que le sol autour du carré ressemblait progressivement à des aiguilles de hérisson pointant dans toutes les directions. C'est ici qu'il convient d'expliquer le terme clé de cette partie. Ces flèches, capables de percer même les boucliers épais, étaient fabriquées à partir de plusieurs matériaux et étaient appelées composites. Ce type d'arme peut être comparé aux arcs sportifs modernes, où l'assemblage de différentes couches confère au tir une force et une portée extraordinaires. Les Romains se serraient de plus en plus. Les boucliers étaient levés au-dessus des têtes, formant une sorte de toit, mais la force des impacts était telle que le bois craquait et le métal résonnait, comme s'il était frappé par un marteau-piqueur. Le corps de chaque légionnaire se transformait en cible. Les hommes tombaient sans un bruit, se laissant simplement tomber à genoux, comme si leurs jambes refusaient de supporter leur poids. La soif collait la langue, et les yeux commençaient à voir le ciel en reflets troubles, comme si le soleil cherchait à dissoudre la réalité elle-même. Crassus comprenait. Encore quelques heures, et l'armée se viderait simplement de son sang. Les contemporains écrivaient qu'il tentait de garder la face, mais sa voix tremblait. Seules les cohortes les plus proches entendaient les ordres. Pour les autres, il devenait un homme qui avait perdu non seulement son fils, mais aussi le contrôle de la bataille. Le légat Cassius proposa de se retirer vers Carès, la ville la plus proche où il pourrait s'abriter. Et c'est alors que commença la marche qui devint le dernier espoir des Romains. Affaiblis, à moitié aveuglés par la chaleur, les Romains entamèrent la retraite. Leurs pas étaient irréguliers, et chaque mètre était franchi comme sous le poids d'une dalle de pierre. Ils portaient les blessés, dont les cris se mêlaient au bruit du vent chaud. La traversée se transforma en une lutte non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre leur propre corps. Ils avançaient lentement, comme des gens essayant de marcher sur des sables mouvants. Crassus et les officiers tentaient de maintenir la formation, mais les cohortes se désagrégeaient, comme des figures de sable au bord des vagues. Les Parthes les poursuivaient, mais ne se pressaient pas d'attaquer. Ils se déplaçaient parallèlement, comme observant la longue ombre laissée par une armée autrefois puissante. Leur tactique était simple: empêcher les Romains de s'arrêter et de se regrouper. Polybe notait que les armées orientales savaient attendre. Et ici, cette attente devint une arme, non moins terrible que les flèches. Les Romains marchèrent vers Car toute la nuit.
La poussière soulevée pendant la journée planait encore dans l'air, se déposant sur les visages en une fine couche, transformant les hommes en silhouettes informes. Quand ils atteignirent enfin les murs de la ville, la plupart des soldats étaient à bout de force. Car, qui aurait dû être un refuge, ressemblait plutôt au dernier seuil avant la résolution finale. La ville était mal préparée à la défense. Il n'y avait pas assez de provisions pour soutenir un siège. Et la nuit apportait un froid qui mordait la peau, comme des milliers d'aiguilles. Les hommes épuisés se couchaient directement sur le sol, incapables de retirer leur armure. Le murmure de leur respiration ressemblait au grincement de vieilles portes. Court, douloureux, interrompu. À l'aube, Crassus comprit. Il ne pouvait pas se cacher. Les Parthes n'avaient pas reculé. Ils avaient établi leur camp non loin, leurs armures de métal brillant dans les premières lueurs. Et c'est alors qu'il devint clair que le dernier acte de la tragédie approchait, dans lequel le désert, l'ennemi et les propres erreurs de Crassus s'entremêleraient en un nœud final. Et ce nœud, il fallait soit le briser, soit périr dans sa boucle. Le matin qui se leva sur Cars était dépourvu de toute couleur. L'aube trouble éclairait les murs de la ville comme si la lumière elle-même hésitait à s'immiscer dans l'issue des événements. Les Romains, ayant passé la nuit sans repos, avec des gourdes vides et des mains tremblantes, tendaient les mains vers le ciel matinal, mais ils n'offraient rien d'autre que du froid. Les guerriers regardaient Crassus, et leur regard n'était plus du tout le même qu'au début de l'expédition. Il n'y avait plus d'espoir, mais pas de rage non plus, seulement une attente lourde et exténuée. Ils voulaient savoir s'il y avait encore un chemin, ou si la fin était déjà jouée d'avance. Crassus réunit un conseil. Le légat Cassius insistait sur le fait qu'il était encore possible de se retirer vers les montagnes d'Arménie, où le terrain donnerait une chance de se cacher de la cavalerie. Le roi arménien Artavasdé avait promis son aide, mais Crassus hésitait à faire confiance à quiconque après cette série d'erreurs. Il craignait qu'un nouveau détour soit perçu comme une fuite. Cependant, l'alternative était simple. Rester et mourir à Car, une ville non préparée à la défense et encerclée par des forces supérieures. Pendant que le conseil débattait, un messager de Suréna s'approcha des portes. L'envoyé parla clairement. Le chef militaire parthe proposait des négociations à Crassus. Formellement, dans l'intérêt de la paix. Mais le sens était évident. C'était un défi. L'armée s'anima et se méfia à la fois. Beaucoup pensaient qu'on ne pouvait faire confiance à un ennemi qui avait trempé les Romains 3 fois, par la tactique, les manœuvres et les fausses retraites. Mais dans l'esprit épuisé de Crassus, l'idée de négociation apparut comme une possibilité de gagner du temps, ou du moins, de choisir une voie plus honorable. Et pourtant la décision fut longue à prendre. Certains centurions murmuraient que c'était un piège, d'autres que la situation ne pouvait pas empirer. Suréna, selon les descriptions des auteurs anciens, était un homme d'une intelligence et de capacités extraordinaires. Il ne romprait pas sa parole sans raison. Mais la miséricorde ne faisait pas partie de sa doctrine militaire. Son objectif était simple, briser Crassus complètement. Non seulement son armée, mais aussi l'image même de l'autorité romaine. Finalement, Crassus accepta. Mais il ne se rendit pas seul aux négociations. Il était accompagné d'une foule de sénateurs, d'officiers, de quelques tribuns. Peut-être espérait-il que leur présence servirait de garantie de sécurité. Après tout, tuer des émissaires, c'était enfreindre une loi non écrite de la guerre. Mais les Parthes jouaient selon d'autres règles. Le lieu de la rencontre fut choisi loin des murs de la ville, au milieu d'une plaine désertique. Le sol y était dur, fissuré, comme la peau d'un vieil homme, et le vent apportait des tourbillons de poussière sec. Suréna arriva dans une armure étincelante, sur un cheval orné d'argent. Son escorte ressemblait à une armée miniature, ligne stricte, regard froid.
Le contraste même entre la posture des Parthes et l'état physique des Romains rendait l'issue des négociations prévisible. Lorsque les parties s'approchèrent, quelque chose tourna mal. Au début, la conversation fut tendue. Les Parthes exigeaient la reconnaissance complète de la défaite. Crassus objecta, invoquant l'honneur de Rome. À un certain moment, selon les auteurs antiques, une dispute éclata entre leurs interprètes. Qu'elle fût intentionnelle ou spontanée, Suréna donna un signe, semblait-il, et ses cavaliers commencèrent à tirer sur les rênes. Les Romains, voyant ce mouvement brusque, tentèrent de se retirer. La situation s'enflamma instantanément. Cris, bousculades, chaos. Quelques Romains dégainèrent leurs épées, ne comprenant pas encore s'il s'agissait d'une attaque ou d'un accident. Mais il n'y avait pas d'accident dans le jeu de Suréna. L'affrontement commença, court, désordonné, presque sans parole. Crassus fut saisi. Il résista, mais il était épuisé, faible, et on le plaqua simplement au sol. Il existe plusieurs versions de sa mort. L'une dit qu'il fut tué sur place. Une autre, que ce fut plus tard, dans le camp Parthe. Mais l'épisode symbolique est connu de quiconque a étudié cette histoire. L'or fondu, versé dans la bouche de Crassus. Ce geste n'était pas de la cruauté pour la cruauté, c'était un message à toute Rome. Tu voulais des richesses, reçois-en tant que cela t'étouffe. C'est ainsi que les ennemis soulignèrent l'avidité avec laquelle Crassus était entré en terre Parthe. Lorsque les troupes romaines furent informées de la mort de leur commandant, elles comprirent que le chemin du retour serait long et amer. Certains parvinrent à s'échapper en Arménie, d'autres à regagner la Syrie. Mais des milliers restèrent à l'Est, en captivité, en esclavage, dans des garnisons étrangères. La bataille de Car fut pour les Romains une leçon dont ils se souvinrent pendant des siècles. Elle démontra que même les plus grandes armées du monde pouvaient périr si elles étaient menées par un homme aveuglé par l'ambition. Ainsi s'acheva l'histoire de l'expédition qui devait apporter la gloire, mais qui causa l'une des catastrophes les plus dévastatrices de Rome. Et avec Crassus, mourut la dernière tentative des triumvirs de maintenir un fragile équilibre. À partir de ce jour, le monde entrait dans une nouvelle ère, celle de César et des tempêtes qui allaient bientôt s'abattre sur la République romaine.